Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur ce premier numéro d'Éruption. Éruption, c'est le nouveau podcast de l'ETNA qui a pour objectif de donner la parole aux acteurs pros de la tech pour qu'ils puissent nous donner un maximum de retours d'expérience et de tips pour les étudiants. Pour ce premier numéro, on a la chance d'avoir avec nous Isabelle Bise. Isabelle Bise, elle est top voice sur LinkedIn. Elle est gestionnaire RH et talent acquisition au sein de la société Web@Trio. Elle va nous expliquer son quotidien, nous donner des retours d'expérience, des tips pour aider les étudiants à mieux comprendre quelle trajectoire ils doivent suivre pour réussir de leur recherche, de leur première alternance jusqu'à leur premier CDI. Alors on accueille tout de suite Isabelle Bise. Donc salut Isabelle. Salut Wilfried. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro. Ça nous tenait à cœur de t'avoir ici parce que tu as déjà eu en fait des alternants, en tout cas Web@Trio, de notre école. Tout à fait. On pense que tu es aussi la bonne personne pour pouvoir répondre à la thématique du jour là, qu'on va aborder. Moi, j'avais juste une première question parce que je savais un peu ce que c'était, mais je ne sais pas en quoi ça correspond dans le fond. Tu es top voice sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'es devenu et qu'est-ce que ça veut dire au fond? Alors, comment je le suis devenue je ne sais pas trop comment expliquer comment devenir top voice. Moi, en tout cas, je peux donner ma méthodologie. Moi, j'avais envie de parler du recrutement de façon sincère sur les réseaux sociaux parce que j'y lisais que des choses qui me semblaient loin de la réalité que je vivais au quotidien. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de faire des posts il y a à peu près 1 an et demi en parlant de mon quotidien et en enfonçant aussi bien le clou sur ce qui fonctionnait pas vraiment bien sur le recrutement. Donc j'ai pris plutôt position sur pas mal de sujets et j'ai commencé à voir que la rédaction LinkedIn s'intéressait à mes posts, les republiait dans ce qui constitue leur journal de bord pour que des gens réagissent. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de journalistes LinkedIn qui venaient voir mon profil. Ok. Et j'ai été approchée pour faire des petites choses avec eux. Et au bout d'un moment, je crois que c'était en janvier ou en février, j'étais dans le métro et j'ai reçu une notification qui me disait que j'avais été choisie pour être top voice. Tu parlais des journalistes LinkedIn. C'est quoi un journaliste de LinkedIn? Alors, c'est des journalistes comme des journalistes dans le grand public, mais qui sont dédiés à des catégories, donc emploi, commerce, IT, sur LinkedIn, qui rédigent du coup des articles généraux Ok. pour alimenter LinkedIn sur lesquels on peut intervenir. Et souvent, je reçois des petits messages, on aime bien votre point de vue, est-ce que vous pourriez réagir à tel article, telle chose, tel sujet, ce que j'ai fait bien volontiers. Ok, je savais pas qu'il y avait ça, ok. Il y a ça sur LinkedIn et puis c'est comme ça que j'ai vu qu'en fait, ils regardaient vraiment mon profil. J'ai eu pas mal de posts qui ont été sélectionnés par LinkedIn et qui ont été mis dans ces rubriques. D'accord. Et c'est comme ça que du coup ma communauté est montée et que je pense qui a fait aussi que j'ai été connue et que... Et aujourd'hui, tu fais des publications écrites et vidéo ou que écrites? Alors pas encore la vidéo, mais ça va Ok. venir D'accord. parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je fais beaucoup de publications sur des thématiques par semaine. C'est comme ça que j'ai choisi de le faire maintenant pour parler de ce que c'est que le recrutement, de ce que c'est que le RH et apporter aussi des solutions et mon point de vue. D'accord. Et puis, je fais beaucoup de visuels avec Canva, des carousels aussi pour essayer d'aider à la fois les gens qui sont dans le recrutement, à la fois les gens qui cherchent un emploi. D'accord. Et puis, bientôt, je vais faire des vidéos, oui. Ça arrive. Très stylé. Bon, de toute façon, on va en reparler plus en détail. Je pense que tu as pas mal d'anecdotes à nous raconter là-dessus. Je vais quand même aussi te laisser la possibilité de te présenter. Donc, tu es gestionnaire RH et tu es RH même. DRH, Oui. je ne sais pas si tu l'es chez Web@Trio. Et talent acquisition au sein de la société. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que fait Web@Trio et ton rôle dans cette entreprise? Alors, Web@Trio, c'est une ESN qui existe depuis 12 ans, qui a été montée par 3 amis qui étaient développeurs, 2 qui se connaissaient dès l'école primaire. Ok. Donc, tu vois, ils ont fait les mêmes études. Ouais. Et le 3e qu'ils ont rencontré sur les bancs de la fac quand ils faisaient leur mi-âge. Ils ont fait tous les 3 leur carrière dans des ESN. Notre cofondateur parisien, lui, il était chez Capgemini, que tout le monde connaît, Ouais. une petite boîte, pas très connue. Les 2 autres ont fait du PHP Symfo chez Infotel et Infogène, il me semble. Et ils ont fait ça 2 ou 3 ans pour commencer leur carrière de développeur. Ils Ok. en sont sortis avec l'idée que la tech, c'était vraiment le projet de leur vie. Ils voulaient vraiment développer des projets sur lesquels ils kiffaient, Mhm. en fait.
Et ils se sont dit, en fait, pourquoi on ne mettrait pas nos économies en commun, comme le font aujourd'hui des jeunes start-upers, tu vois. Ok. Et ils ont monté Web@Rio. Alors, la chance qu'ils ont eue, eux, c'est qu'ils sont partis en très bon terme de leurs ESN respectives et ils ont récupéré de la TMA pour commencer. C'est rare Ouais, ça, c'est assez rare, de ouais. la part Tu d'une vois, il y a ESN, 12 ouais. ans. Et ils ont donc eu de l'activité tout de suite. Et ensuite, ils ont fait comme n'importe quel jeune qui se transforme en entrepreneur. Ils se sont transformés en commerciaux et en recruteurs. Ouais. Et ils ont fait monter la boîte comme ça. Et Ok. 12 ans après, aujourd'hui, on est 110 à peu près. Et on est sur 3 régions. On est 50 à Paris, à peu près 50 à Toulouse. Et Ok. on a ouvert une entité lyonnaise avec un ex-chef de projet de chez nous, Ok. qui avait une fiancée lyonnaise qui lui avait dit un jour, nous retournerons à Lyon. Ce jour est arrivé. Ouais. Et on voulait pas le laisser partir parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, qui était là quasi depuis le début. Ouais. Et on lui a proposé d'ouvrir une entité lyonnaise, ce qu'il a fait. Et cette année, c'est la première année où on arrive à faire du bénéfice sur cette entité avec un très gros projet suisse très sympathique. Et du coup, Canon. on est très content de pouvoir donner du coup à nos salariés en interne, pour ceux qui le veulent, l'opportunité de devenir entrepreneur en fait. Trop stylé. Ton rôle au sein de Web@Rio, il consiste en quoi exactement? Alors moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, je faisais l'équipe recrutement était inexistante. Ils avaient fait du RPO, donc ils avaient pris des sociétés externes qu'ils avaient implantées dans notre boîte pour essayer d'étendre les équipes et ça n'avait pas vraiment bien pris. Et donc je suis arrivée un petit peu dans une boîte qui avait vraiment besoin de faire grimper ses effectifs et qui avait pas forcément fait un suivi assez fort de ses salariés. Donc moi je suis arrivée, il y avait déjà 10 personnes qui partaient. Et on m'a dit, dans un premier temps, ça serait bien que tu te concentres sur le recrutement et après, tu pourras faire des RH. Donc, je dirais que pendant 1 an à peu près, j'ai fait 100% de recrutement. Ok. Le Covid est arrivé très vite parce que moi, je suis arrivée en décembre 2019 et je me suis retrouvée très vite à la maison avec un recrutement réduit, mais qu'on a quand même continué à faire, mais alors peut-être sur des objectifs un peu moins forts. Et pendant cette période-là aussi, finalement, j'ai pris des RH bien plus vite parce qu'il fallait rassurer aussi nos équipes. Comme tous les gens qui ont vécu le Covid, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et j'ai commencé à faire des suivis qu'on appelle chez nous des achievements pour voir, donc des suivis individuels avec les développeurs, les métiers fonctionnels pour voir comment les gens allaient. Et c'est comme ça que j'ai pris une casquette RH aussi. Maintenant, je fais vraiment les deux à plein temps. Ok. Ce métier du recrutement, tu l'as toujours fait? En quelques mots, ton résumé de parcours professionnel? Pas du tout, moi je suis une multi-reconvertie. Le métier Ok. du C'est un recrutement, beau message. c'est mon 3e métier. J'ai quand même 49 ans, donc je sais, il y a de l'espoir pour tous Ok. les gens qui veulent se reconvertir aujourd'hui. Mes études à la base sont des études de lettres modernes. Donc quoi? Je ne voulais pas être prof, ce qui a beaucoup contrarié mes parents. Du coup, moi je voulais être documentaliste. D'accord. Donc j'ai fait après une année spéciale en IUT. Sur dossier, je suis rentrée, j'ai été sélectionnée, on était 15 dans notre promo. Et puis je me Ouais. suis dit, moi je viens de Nancy, je me suis dit, bon non, je ne trouverai jamais du boulot en province, ce qui était assez vrai à l'époque, notamment dans mon corps de métier. J'ai fait mes valises, je suis allée sur Paris, j'ai trouvé des stages, et notamment un stage dans un cabinet d'avocats qui m'a embauchée pour être documentaliste généraliste. Ok. Et donc j'ai fait ce métier pendant 12 ans, et après la naissance de mon second enfant, malheureusement, j'ai été licenciée. Et comme je retrouvais pas de boulot dans ma branche parce qu'après 12 ans, j'étais un profil qu'on appelle qualifié et j'avais que des entretiens pour des profils juniors, enfin pour prendre des postes juniors. Il fallait bien travailler. J'aimais bien la cosmétique comme ça se voit d'ailleurs. Du coup, j'ai repris des études, j'ai fait un CAP cosmétique esthétique parce que tu sais, on est en France, quand on n'a pas de diplôme pour prétendre à un autre poste, c'est un peu compliqué. Ouais. J'ai fait des stages et ensuite j'ai fait de l'intérim parce que personne ne voulait de moi puisque je ne venais pas du milieu du commerce. Et j'ai fini responsable de magasin. J'ai fait ça pendant 6 ans. D'accord. Chez qui? J'ai travaillé 4 ans chez Kiko, que tout le monde connaît, et 2 ans chez NYX, et dont une année où j'ai géré un corner au printemps, Ok. toute seule. Donc j'étais vraiment mon propre patron sur le corner avec des objectifs financiers à faire. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que c'est compliqué. Par contre, c'est une expérience très formatrice, en tous les cas sur le management et sur la résilience et la capacité à faire front sur n'importe quelle problématique. Et en réfléchissant, quand j'ai voulu quitter la vente, en réfléchissant à tout ce que j'avais fait,
Je me suis fait un CV avec toutes mes compétences et j'ai postulé comme ça. Et on m'a choisie dans un centre de formation qui était dédié, à la reconversion au métier de l'informatique. J'ai OK. commencé comme ça à faire du recrutement, à aller sélectionner des profils scientifiques pour les mettre dans des ESN, dans le cadre de reconversion, en fait. Et à ce moment-là, personne t'avait forcément formé à ce métier-là? C'est toi Non, qui pas t'es du tout. formée toute seule? En fait, moi, le recrutement, ça me semblait facile dans la mesure où j'en faisais déjà beaucoup, pour mon équipe, dans la vente. OK. Et sur, les métiers de l'informatique, oui, évidemment, je n'avais aucune connaissance, mais comme j'étais dans un centre de formation et que ce que j'apprécie beaucoup chez les développeurs et les formateurs, c'est qu'ils sont toujours prêts à vulgariser un petit peu, la technique pour que, des néophytes comme moi puissent la comprendre. J'ai Ouais. appris avec eux, en fait. OK. Et au fur et à mesure, comme je travaillais avec toutes les grandes ESN de Paris, j'ai appris plein de choses en faisant des rendez-vous, en discutant avec des formateurs, en discutant avec, des techs, qui venaient aussi sélectionner nos profils et puis, en travaillant aussi moi-même de mon côté. C'est comme ça que j'ai pu acquérir un vernis technique. Et que tu as rencontré Webatrio? Alors, mon centre de formation a été racheté par 3W Academy et du coup, on a été absorbés. Donc, c'était le moment de partir parce qu'il y avait pas forcément de place pour moi, en fait. Et sur LinkedIn, un jour, j'ai discuté avec une jeune femme qui cherchait une recruteuse Ouais. et je lui ai dit: «Bah, ça va, est-ce que je suis pas trop vieille?» Elle me dit: «Non, non, pas du tout». Je suis allée en rendez-vous, j'ai été super bien accueillie. Je suis Mmh. restée à peu près 3 heures, je crois, avec eux. J'ai rencontré plein de personnes de chez Webatrio parce que la volonté, c'est de faire des entretiens collaboratifs pour réduire le nombre d'entretiens. OK. Et puis, quand je suis sortie, je leur ai dit: «Est-ce que je peux aller aux toilettes?» Ils m'ont dit: «Oui, est-ce que tu peux nous attendre 5 minutes?» Je dis: «Oui». J'ai cru qu'ils voulaient me dire, gentiment au revoir et en fait, ils sont venus avec une proposition d'embauche. Excellent. Tout de suite et ils m'ont dit: Voilà, nous on voudrait travailler avec toi. On te fait la proposition d'embauche tout de suite. Est-ce que tu peux y réfléchir et revenir vers nous?» Je précise sur un point, ça fait 4-5 ans que maintenant que tu es chez Oui. Webatrio, on connaît le turnover au sein des ESN, donc tu y es bien, tu y es heureuse. Chez Webatrio, vous avez déjà pris des alternants, donc l'alternance est possible en ESN. Explique-nous juste un petit peu ce que peuvent faire vos alternants au sein de Webatrio. Alors les alternants, moi ma philosophie sur l'alternance, c'est on prend des alternants si on est capable de les accompagner correctement et de les faire travailler sur des projets qui sont significatifs pour la suite, de leur parcours. Ouais, Ce qui peut être compliqué dans les ESN de notre taille, c'est qu'on est une société de conseil, donc la majorité de nos consultants vont aller chez des clients réaliser des projets. bien sûr. La chance qu'on a chez Webatrio, c'est qu'on a 20% de notre activité qui est consacrée au forfait, OK. ce qui fait qu'on a donc des projets, qui nous sont confiés par des clients ou qu'on gagne via des appels d'offres privés, qui nous permettent d'avoir des équipes techniques sur place et dans laquelle on va pouvoir insérer, du coup, un alternant ou une alternante. Ça leur permet d'être sur un vrai projet, Mmh. en tous les cas, de travailler dans une équipe qui est déjà une équipe qui serait similaire à leur première expérience professionnelle, donc avec des fonctionnels et des techniques. Et ça nous permet de les accompagner comme ça, tranquillement, tout le temps de leur formation en alternance. Ça, c'est cette partie alternance chez Webatrio sur laquelle on reviendra d'ailleurs. L'objectif, en tout cas là, de notre rencontre, c'est aussi qu'on puisse essayer de répondre à un maximum de ces étudiants qui nous regardent autour d'une thématique assez générale, mais je Mmh. trouve que pour un premier épisode, ça a du sens. C'est de se dire comment moi, demain, en tant qu'étudiant, je peux réussir ma trajectoire depuis mon parcours en alternance, ma première recherche, ma première préparation à un entretien, jusqu'à mon arrivée sur le marché du travail et aller chercher justement mon premier CDI à la sortie de mon école. Donc, par rapport à ton métier, ton expertise que tu as su développer, il y a forcément ce premier cas que moi aujourd'hui je vois tous les jours à l'ETNA, c'est celui de la préparation. Oui. Quel tips, quel retour d'expérience tu pourrais nous donner autour de la préparation pour aller chercher au maximum un go en fin de process? Alors moi, je dirais, je vais commencer par la première erreur que font, tous les jeunes, et Ouais, moins jeunes qui cherchent une alternance. C'est qu'ils ont une vraie pression à trouver quelqu'un qui peut les prendre et les accompagner. Donc ils vont faire, des candidatures, souvent spontanées, mais génériques. C'est-à-dire qu'ils vont faire la même candidature à plein d'entreprises. ouais, Ça, c'est la première erreur à faire. C'est la première erreur qui, à mon avis, il ne faut pas faire. Il faut chercher le secteur dans lequel on aimerait faire son alternance pour commencer une recherche, à la base et cibler, des sociétés qui nous intéressent
soit pour leur dynamisme, soit pour la taille de l'entreprise, soit pour les projets qui peuvent être intéressants. Il y a des gens qui auront envie de travailler en crypto, il faut mieux aller chercher des boîtes dans la crypto, d'autres qui voudront faire du pur développement web, donc ils iront chercher d'autres boîtes plus généralistes. Et à partir de là, quand on a fait sa cible, à mon sens, il faut commencer à rédiger un message qui va sortir du simple « Bonjour, je cherche une alternance, voici mon CV, est-ce que vous êtes intéressé ?» Parce qu'en vrai, moi, je reçois encore beaucoup de messages comme ça. Que tu n'aimes pas du tout. C'est pas que j'aime pas, je comprends qu'on le fasse comme ça, c'est des jeunes, c'est peut-être la première fois qu'ils candidatent aussi quelque part. Mais c'est pas malin. Mais ça va passer dans un tout venant, en fait. Si tu reçois 50 messages comme ça par jour et que toi, tu as une place, bien sûr, tu vois, déjà, tu peux pas recevoir 50 personnes, c'est pas possible. Tu vas devoir aller faire une sélection. Et la sélection, tu vas la faire sur des gens qui t'auront fait soit un petit message d'approche hyper sympa, soit qui auront une expérience dans leur CV qui n'est pas forcément tech, hein, mais qui peut être, ils ont eu un job étudiant sympa, on voit que c'est des gens qui sont motivés, tu vois. Tu vas être obligé de sélectionner sur des critères comme ça. Donc, la première chose pour se démarquer, c'est de faire un message, donc de sélectionner un panel de boîtes avec lesquelles on aurait envie de travailler et de faire un message d'accroche qui est sympa. Pas « Oh, j'ai vu que vous étiez dans le développement web, je suis intéressée ». Peut-être dire écoutez, moi, ça m'a toujours passionné ce que vous faites aujourd'hui actuellement. Je démarre des études dans la tech. » Donc toi, tu bannis la candidature, par exemple, simplifiée LinkedIn. Oui, moi, je trouve que ça sert à rien, en fait. Ok. Donc comment, demain, moi, je suis un étudiant, je suis face à une fiche de poste qui me plaît, je suis allé chercher un secteur d'activité, un métier qui me plaît. Par contre, j'ai que la possibilité de pouvoir postuler en automatique sur leur site internet. Parfois, on a souvent le cas où effectivement on peut y laisser un petit mot, parfois pas. J'ai ma candidature qui va se retrouver certainement avec une cinquantaine, une centaine. Toi, à ce moment-là, ça arrive chez toi. Tu mets combien de temps à lire un CV? Je dirais que parce que j'ai le temps, je suis dans une petite structure. Moi, je dirais que j'y passe quand même du temps parce que je trouve que c'est la moindre des politesses. Une grande boîte, elle va passer 8 secondes sur un CV. Ok. Voilà. Alors, une petite astuce. On croit toujours qu'on ne peut postuler qu'une seule façon, mais pas du tout, Wilfried. Je suis d'accord avec toi. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Évidemment, après, tu es dans un tunnel. Alors, énumère-les. Ouais. Si tu n'as postulé que via une seule voie, tu vas être parmi les 200 peut-être demandes d'alternance que le recruteur va recevoir. Moi, je serais un étudiant aujourd'hui. Déjà, j'irais chercher qui est le recruteur de la boîte que je vise ou des boîtes que je vise. Pour savoir à peu près qui c'est. Voir si la personne est sur LinkedIn et alimente son profil, par exemple comme moi, tu peux à peu près voir si les human metrics, si la philosophie de la boîte te correspondrait. Ensuite, certes, il va falloir que tu postules par la voie légale parce que souvent les candidatures, si tu les fais pas par ce qui a été prévu, on va pas prendre ta candidature. Mais rien ne t'empêche d'aller faire un petit coucou au recruteur en lui disant « Coucou, je te suis. Moi, je suis pour assez tutoyer les gens en vrai, mais après, chacun sa philosophie. Je te suis sur les réseaux, j'adore ta boîte. Je t'ai envoyé une petite candidature pour une alternance. Est-ce que vous prenez des alternants ?» Ne serait-ce que déjà pour voir si c'est pourvu ou pas, combien il y a de place. Voilà. Et puis, il faut aussi être malin et aller regarder quels sont les techs dans les boîtes, avec qui tu auras forcément un petit lien de sympathie puisque tu t'apprêtes à faire le même métier qu'eux. Et on le sait, nous on le voit en tout cas dans nos équipes, on a beaucoup de sympathie et pour les jeunes qui démarrent, ça fait partie, il faut bien démarrer un jour. Et aller un petit peu solliciter soit le CTO, soit un dev, tu vois, qui est un peu lead et lui dire moi je rêve un jour d'être lead ou j'adore ta boîte, comment on fait pour postuler pour ta boîte, c'est d'autant plus de chances que cette information remonte au recruteur. Bien sûr. Donc, il y en a qui me le font, c'est très bien d'ailleurs, j'admire ça, je trouve ça très bien. Ok. Donc ce premier tip, ce qui est celui de se dire, bon, j'ai la voie légale et puis j'ai un petit peu la voie effectivement pour bypasser, on va dire, mes concurrents, entre guillemets, qui est celle de LinkedIn, qui est peut-être celle aussi du mail de la société, donc de la personne en l'occurrence. T'en as d'autres? Ça, pour donner un petit exemple qui m'a vraiment enthousiasmé moi et une personne qu'on a prise, la personne, elle a été faire un dupe de notre site en fait. Pendant 2 ou 3 semaines, elle est allée sur notre site, elle a fait une copie de notre site et elle nous l'a donné comme carte de visite. Excellent. C'est génial, moi je conseille de faire ça.
Elle s'est déjà projetée en fait dans la société. Elle s'est déjà projetée, elle a copié notre site et franchement, parce que le site est fait par notre CTO. Donc Ouais. un jour, un dimanche, tu vois, moi je suis assez ouverte, je réponds aussi le dimanche, je reçois la candidature de cette personne qui avait copié notre site. Ouais. J'étais bluffée, tellement le truc ressemblait. Et elle est chez vous aujourd'hui? Ouais. Excellent, énorme. Et du coup, bah, je l'ai envoyé au CTO. Je fais hey, regarde ce que j'ai reçu. Est-ce que tu peux regarder? Parce que franchement, il y a du travail et c'est la moindre des choses. Ouais. Et finalement, on l'a reçu, la personne, juste pour lui dire merci d'avoir fait ça, tu vois, pour récompenser le travail. Et il s'avère que cette personne-là, elle était super et bah, on l'a prise. Donc, se préparer au mieux, ça évoque effectivement le fait de se préparer au mieux à candidater. Derrière, il y a un autre type de préparation, c'est celui où on arrive à ce stade justement de l'entretien. Il y a encore trop de candidats que tu vois qui ne sont pas préparés lorsqu'ils vont te rencontrer? Oui, mais parce que alors après moi j'ai beaucoup de sympathie pour ça parce que, bah, déjà je suis une reconvertie donc je sais quelle est la difficulté d'arriver dans une boîte qu'on connaît pas. Avoir une posture, c'est compliqué, tu vois? C'est quand tu es jeune, tu jamais vraiment fait ça. Il faut OK. se préparer sur, comment on va avoir envie de faire passer ce qu'on est réellement, tu vois? Ouais. Et au-delà du CV, parce que le CV pour moi c'est qu'un morceau de papier et ça veut pas vraiment dire ce que tu as fait dans la vie ou ce que tu es capable de faire puisque là Ouais. on est au stade de il faut que nous en tant que recruteurs, on arrive à se projeter avec les alternants parce que le but c'est de leur faire une proposition d'embauche à la fin. Tu vois, si on prend des alternants et qu'on investit dessus, c'est pour les embaucher la plupart du temps. C'est arriver et vraiment montrer que tu as une si c'est ta passion, montrer que c'est ta passion. S'il y a des choses que tu adores faire, bah, le dire, en fait, plutôt que d'être attentiste et de répondre juste aux questions que le recruteur ou le CTO ou un tech va te poser pour voir si tu es la bonne personne, pour être notre alternant. C'est peut-être quoi, toi, justement, tes red flags sur un premier entretien, un premier échange? Moi, quelqu'un qui serait très passif, dans la conversation alors que, bah, c'est son avenir, finalement, Ouais. d'étudiant et finalement professionnel à long terme qui se joue. J'ai eu, des jeunes qui, développaient jamais leurs réponses. Tu vois, Mmh. pour moi, il y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste comment tu as envie de raconter ton histoire, ton parcours et ton souhait de devenir, développeur. Et sur tous tes entretiens, très honnêtement, sur 100 de tes entretiens, aujourd'hui, tu estimerais à combien de pourcents, le nombre d'entretiens, on va dire, réussis de la part de tes candidats? Sur des jeunes, populations alternants, je dirais 20. C'est pas beaucoup, Non, c'est pas c'est énorme. jamais mais c'est normal en vrai. Et où est-ce qu'on pourrait travailler la chose? Je pense qu'il faudrait travailler sur, ce qu'on appelle chez nous la posture. Ouais, C'est-à-dire vraiment, quand on va à un entretien, on a quelque chose à raconter. ouais. Et aujourd'hui, on est dans l'ère des story, voilà, des story time, de qu'est-ce que tu as à raconter sur toi? Pourquoi aujourd'hui tu en es là? Pourquoi tu as choisi, ce domaine? Qu'est-ce qui te motive dans ce domaine? C'est quoi tes projets pour l'avenir? Tu penses qu'aujourd'hui, ils ont moins de projets, les jeunes? Non, je pense qu'ils en parlent juste pas. OK. Tu vois, ils sont pas préparés à parler de tout ça. Mais ils sont pas plus derrière leur écran, derrière ça va défavoriser forcément, quelque part l'aisance relationnelle. Enfin, il y a pas un petit coup de gueule à passer? Enfin, moi personnellement, je sais que je prends un peu on va dire cette tendance qui est de dire, décrochez un peu de vos téléphones, quoi. Effectivement la tech, c'est bien, mais si derrière en fait, on n'y met pas, on va dire un maximum de soft skills, qui est donc justement la relation, la posture, même aujourd'hui dans les sociétés, on le voit ne serait-ce qu'avec toi, ça peut être, feu rouge, quoi. Donc peut-être que moi, tu vois, si j'avais quand même un message à passer, ce serait, celui-ci. Tu me dis 20, c'est quand même excessivement Alors, peu, quoi. moi, je suis pas du tout d'accord, pour passer ce Ouais. message-là. D'abord, je trouve que c'est un message passéiste, hein. C'est pas contre toi, mais Non, mais c'est intéressant je justement. le pense vraiment. Je C'est pense qu'on intéressant. est dans une société ultra connectée. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont quasi tous nés, dans une ère qui est totalement numérique. Ouais. Donc tout ça, ça fait partie de leur environnement et c'est un environnement qui est sécurisant. Où ça pêche, par contre, c'est que ça t'apprend pas des skills, de communication. Parce OK. que tu es un peu toujours, derrière un écran ou derrière ton téléphone si tu veux le voir comme ça, mais ça t'encourage pas à aller vers l'autre et à développer, ce qu'on appelle des skills, de communication pour tout simplement échanger. Et aussi, il y a 2 choses qu'il faut voir, c'est que les techs, en règle générale, sont des gens plutôt alors je mets plutôt entre guillemets parce qu'il y en a qui vont dire: «Mais non, c'est pas Ouais, de vrai». moins en moins, je trouve. Tu vois, plutôt geek Ouais. dans la plupart du temps et c'est pas finalement des super-héros de la communication. Non, bien sûr. Moi, je trouve de moins en moins, moi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec le marché. C'était,
on savait aligner une ligne de code, on était un peu jugé comme un demi-dieu, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très standardisé. Maintenant, il en va plus, on va dire, de la compétence tech en tant que telle. Le métier de codeur, donc slash développeur, est beaucoup plus, on va dire, commun. Donc, on voit bien que maintenant, la compétence, si elle n'est pas associée à du soft skill, ça peut très vite être un frein, quoi. Certes, mais après, il faut être logique aussi. On ne peut pas demander à des jeunes qui démarrent dans le C'est monde sûr, professionnel c'est sûr. d'être au top surtout. Il faut aller. Et puis c'est un peu le rôle du recruteur aussi sur les entretiens de driver les gens qu'ils ont en face d'eux. Non, Tu mais vois le seul message que je voudrais passer, mais je pense sur le fond, on est d'accord, Mm. c'est qu'ils puissent prendre le temps aussi de travailler ça, Oui, comme bien sûr, mais c'est s'ils important. Oui, oui. travaillaient de la réalisation d'une requête, quoi. Après, j'ai l'impression que dans les écoles aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ateliers où on va leur apprendre une certaine posture, Ouais, des c'est soft le cas skills. d'Etna. Ouais. Oui, parce que en fait, voilà, c'est la vérité. Si tu arrives chez un client et que tu sais rien raconter de toi, il y a peu de chances que tu sois sélectionné, même si techniquement, tu es déjà très bon, tu vois. Et ça, c'est pareil pour après quand tu es candidat dans la vie de tous les jours. Hein. Ok. Mais oui, travailler sur les soft skills, être participatif dans les entretiens. Moi, le petit reproche que je ferais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent qu'on apporte, tu vois, qu'on mette sur la table, alors que nous, on attend qu'ils nous donnent en fait aussi. Et donc justement, fin d'un premier entretien avec toi, on se quitte, 2 jours passent. Relance ou pas relance de la part du candidat? Ça dépend. Moi, en vrai, je suis assez franche tout de suite sur est-ce que je pense que ça va le faire Pas ou la ça va pas le faire. majorité. C'est pas la majorité. Après, si la personne, c'est la 50e personne qu'elle rencontre pour 2 postes ou 3 postes en alternance chez elle, oui, il faut mieux relancer. Et alors, attends, j'instaure peut-être un petit débat, mais tu penses pas qu'un recruteur, il a quand même pris sa décision? On va plutôt se positionner sur un premier entretien. Mais lorsqu'il fait son premier entretien avec un candidat, est-ce qu'il n'a pas déjà sa décision en tête à la fin de cet entretien, à la seconde où le candidat part? Alors, je voudrais lever un voile, Wilfried. Le recruteur ne prend pas la décision finale. Le recruteur, c'est quoi son rôle? C'est de rencontrer des gens, de faire ce qu'on appelle de la préqualification, et ensuite d'aller vers son équipe qui a le besoin, donc soit ce qu'on appelle des hiring managers, son équipe qui a le besoin, et de présenter la candidature ou la personne qu'on a reçue et qu'on trouverait plutôt bien. Là où on essaye de ne pas trop avoir de biais, même si tu sais ce que c'est que les biais, on en a des inconscients, Ouais. mais il faut vraiment travailler là-dessus. À partir du moment où moi j'apporte, moi je te dis comment je fais, où j'apporte à mon équipe de hiring manager un profil que j'ai trouvé bien structuré et tout, la décision ne viendra pas de moi, c'est une décision qui est collégiale. La décision, elle viendra du CTO qui va intégrer la personne sur un forfait, de l'équipe, peut-être d'un lead ou de l'équipe, il faut aussi qu'ils arrivent à se projeter avec la personne. Et là, on va mettre en place d'autres entretiens pour faire rencontrer tout ce monde. Et la décision sera prise. Ou je vais avoir une décision qui est prise si, par exemple, la personne que j'ai en face de moi, je sais que ça ne fitera pas dans l'équipe, je sais qu'il y a des manquements. Là, effectivement, c'est une candidature où je vais prendre toute seule la décision et lui dire, mais je le dirai tout de suite, moi, lui dire, je pense que ça ne va pas du coup le faire pour cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer un autre jour. Et dans le cadre d'une alternance, voilà ce qui va te manquer. Et je vais énumérer ce que je considère qui manque à la personne pour rentrer chez nous, parce que je sais qu'elle a d'autres entretiens aussi derrière et que ça peut l'aider à aller quelque part ailleurs, en fait. Il y a le sujet de la préparation, il y a le sujet après, si tout se passe bien, on rentre en entreprise. C'est particulier lorsqu'on est notamment un jeune alternant, un jeune étudiant, d'arriver dans ce monde-là après l'école. Il y a des codes à prendre qui peuvent être différents en fonction des entreprises. Bien sûr, oui. Quel conseil justement tu pourrais donner? Alors ça pourrait paraître un peu bateau comme ça, mais c'est une question qu'on pose assez rarement justement, je trouve. Comment un peu vivre ces premiers instants d'entreprise? On a toujours peur, par exemple, je me pose à un bureau, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire, quoi. Alors, en règle générale, si tu es une boîte bien comme il faut, tu as déjà conceptualisé le programme de ton alternant parce qu'il y a l'onboarding, donc tu lui as préparé sa première journée. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas. J'ai déjà discuté avec l'équipe technique qui va intégrer l'alternant et j'ai demandé un programme que je vais donner en amont à la personne qui va nous rejoindre. Voilà à peu près sur quoi on veut te faire travailler.
je vais lui parler de la stack technique, je vais lui parler de l'envergure du projet, du fond du projet, quel va être son rôle à l'intérieur du projet. Et au fur et à mesure, on va échanger sur ça. Je vais lui demander si ça lui semble correct. Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse aussi? Parce que si ça ne t'intéresse pas, c'est compliqué d'aller sur quelque chose qui ne t'intéresse pas. Et quand la personne va arriver, l'alternant va arriver dans notre société, on va lui faire vraiment un onboarding avec un petit déjeuner avec l'ensemble des équipes tech présentes. Ouais. Tout le monde va se présenter. Et après, je vais donner des petits conseils, je vais faire des suivis. Je vais lui dire, le plus important, c'est de bien comprendre comment est constituée l'équipe dans laquelle on va te mettre. Qui fait quoi? Qui a la décision de quoi? Et sur les premiers instants, ça va être ça. Ne jamais avoir honte de poser des questions. C'est normal que quand tu arrives quelque part, et même quand tu es salarié, c'est une nouvelle boîte, une nouvelle expérience, tu ne peux pas tout savoir. Être vraiment dans la communication, demander les choses, et au fur et à mesure, on va rediscuter ça. Moi, je fais des points à 1 semaine, 2 semaines. Après, je vais laisser passer 15 jours. Je vais faire plutôt des points avec les équipes, revenir vers l'alternant. Tu vois, j'essaye vraiment de l'intégrer au mieux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en soi, là, par rapport à ça, moi, je trouve que là, tu viens de donner un cours à certaines boîtes qui, je pense, ne mettent pas en place ce genre de process. Exactement. Ou alors qui, sur le papier, effectivement, existent quelque part, dans un Notion, sur un PowerPoint bien huilé. Mais bon, moi, j'ai pas mal d'étudiants qui viennent me voir, qui me disent « je sais pas quoi faire, je suis arrivé en tout cas, c'est peut-être même déjà arrivé moi-même dans ma propre vie professionnelle. Si une boîte fait pas ça, c'est clairement qu'il manque d'accompagnement. Oui, très, très clairement. Ok. Si jamais tu te retrouves dans cette situation où tu avais rêvé du truc et tu arrives et tu es tout seul dans ton coin, tu sais même pas quand est-ce que tu vas avoir ta machine et tout, regarde qui gère quoi dans la boîte. Parce qu'il va falloir que tu ailles demander, tu n'as pas le choix. Ouais. C'est-à-dire, si tu n'as pas ta machine, qui s'occupe des machines? Il y a des RH, on peut aller demander aux RH comment est organisée la boîte et qui s'occupe de quoi. Il n'y a pas de honte et de mal à dire pour l'instant, j'ai pas de machine, à qui je dois m'adresser pour l'avoir. Normalement, tu dois l'avoir, mais si jamais tu l'as pas. Et après, il faut jamais hésiter à être proactif sur quel projet vous allez mettre, avec quelle équipe je vais travailler pour prendre finalement, saisir, tu vois, cette équipe et voir qui fait quoi. Moi, je dis toujours, apprendre qui fait quoi, ça va te sortir vraiment de la panade. Parce que la plupart du temps, entre la mauvaise organisation, qui est souvent la faute des équipes administratives, je le dis sans honte, parce que normalement, c'est notre rôle. Et l'équipe technique, va y avoir des fossés. Et quelqu'un de l'équipe technique qui prend un alternant qui est tech, il se rappelle que lui, il était comme ça, tu vois, à la base. Ouais, je te suis. Donc, en fait, il faut vraiment sympathiser au maximum avec les gens avec lesquels tu vas travailler. Et tu auras toujours quelqu'un qui va te donner un début de quelque chose à faire. Okay. Et au fur et à mesure, tu vas redemander. Dès que tu as fini, il faut savoir communiquer, dire où on en est dans la tâche qui a été donnée, s'il n'y a pas beaucoup de tâches, pour générer aussi l'envie de te donner d'autres tâches. Donc, vraiment être proactif dans la communication, pour moi. Ça, c'est le conseil le plus fort que je peux donner. C'est hyper intéressant. Je pense que ça peut beaucoup aider, notamment ceux qui sont, et c'est normal, hein, on est tous différents, mais ceux qui sont peut-être un peu plus introvertis, peut-être réussir un peu à passer ça, à passer ce côté timide quelque part, et qui se pousse d'eux-mêmes à aller chercher quand même l'information, et de là peut-être un mentor. Vous avez un fonctionnement un petit peu comme ça au sein de Webatrio, de mentorat par exemple? Notre CTO qui a juste 30 ans et qui fait code depuis déjà 10 ans, tu vois, il a démarré chez nous à 20 ans, il a fait un bac+3 et il a atterri chez nous. C'est quelqu'un qui a vraiment conscience de ce que c'est que d'être jeune développeur, et on va le mettre plutôt sur le suivi des alternants. Donc on fait vraiment des suivis toutes les semaines, nous, hein. Toutes les semaines. Je le fais très souvent avec lui. Moi, je vais prendre la posture soft skill avec cette personne-là, et lui, il va prendre la question technique. Nous, on a mis en place quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est un tableau dans lequel on va répertorier les technologies que un alternant, par exemple en master, qui a déjà fait un peu d'alternance, est censé connaître, ou qu'il a inscrit sur son CV, et on va lui dire, est-ce que tu peux nous dire à quel niveau tu penses que tu en es? Donc on laisse vraiment prédéfinir son niveau. Et à partir de là, on va lui faire des choses pour voir s'il est vraiment au niveau auquel il pense être.
Intéressant. Et après, on le suit et on lui dit, tu vois, là, bah, par exemple, tu es au-dessus du niveau que tu pensais avoir. Mais par contre, là, tu es un petit peu en dessous du niveau que tu pensais avoir. Donc, on va te préconiser des choses pour arriver à ce niveau-là, niveau dont on a besoin que tu aies les bases pour te mettre sur telle chose. Comment tu réagis face à un étudiant qui accepte pas forcément la critique? Alors, j'en ai jamais eu. Ok. Et souvent, même les jeunes étudiants, ils ont un petit peu le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai rarement eu des gens qui se surnotaient. Tant mieux. J'ai plutôt eu des gens qui se disaient « Oula, j'ai fait ça, mais je ne sais pas vraiment à quel niveau je suis ». Mais du coup, ça leur permet après de vraiment avoir une vision de technique qui est assez juste. Je trouve qu'il y a une question qui se pose, en tout cas que se posent beaucoup d'étudiants, notamment pendant leur trajectoire de l'alternance. On a parlé de préparation. Ok, savoir se démarquer, aller chercher justement plus que la simple candidature via le site qui va bien, que ce soit du Welcome to the Jungle, LinkedIn, etc. Aller chercher la personne, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, par le mail, par la demande de connexion, même par le téléphone. Mais on n'en oui, a pas bien sûr. parlé. Trop rarement, les gens prennent leur téléphone aujourd'hui. Après, il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a même plus de téléphone, tu vois. Donc, en vrai, moi, par exemple, chez nous, on n'a pas de numéro pour notre boîte. On a tous des portables. Donc, il faut quand même que tu ailles un petit peu inspecter pour savoir à qui tu pourrais téléphoner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je veux appeler Webatrio, il n'y a pas de standard. Bah, tu vas trouver des numéros qui vont te renvoyer sur notre agence de Toulouse. Si tu es intéressé par Paris, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, si tu viens gentiment me dire « J'aimerais beaucoup discuter avec toi, est-ce que c'est possible ?» Je vais te dire oui. Sur LinkedIn, par exemple. Ou sur LinkedIn, ou si tu me fais un mail. Parce que mon mail, tu vas le trouver facilement. Donc, il y a ce type-là de se démarquer vis-à-vis de ma recherche. Pour la préparation, il y a un peu de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire réussir à venir, on va dire, en connaissance de cause quand même du poste pour lequel on postule, avec un maximum peut-être aussi quand même de questions à poser et d'informations qu'on a pu apprendre de l'entreprise. Ça, c'est quand même le b.a.-ba, et surtout en fait de démarrer avec un maximum de posture. Pour toi, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est le point le plus important derrière. Je pense, parce que de toute façon, on sait très bien que techniquement, il va falloir que nous apportions la technique, tu vois. Ouais. Donc, il va bien falloir se démarquer. Tu peux pas te démarquer sur la technique quand tu es là pour l'apprendre. Le test technique, d'ailleurs, il est constant chez vous, il est obligatoire ou pas? On fait pas de test technique sur les alternances, ça n'a pas de sens pour nous. On préfère être vraiment dans un échange, une conversation, et on va vraiment regarder les leviers de motivation, en fait. Vous allez avoir un nombre de demandes des de étudiants là, parce que là, avec tous les et j'accompagne aussi beaucoup d'alternants que je peux pas forcément prendre parce que nous, on est une petite boîte et que j'ai pas des... Tu vois, moi, si j'ai 2 postes sur l'année d'ouvert, c'est chouette. Ok. Donc, il y a ces 2 points-là qu'on a abordés. Il y a ce point, effectivement, vis-à-vis de mon entrée en entreprise, de pouvoir aller justement chercher quand même l'information par moi-même, trouver les bonnes personnes, me démarquer effectivement aussi par des bonnes actions, qui peut être de l'ordre, encore une fois, de la posture. Mais je me répète, mais je pense que c'est un point essentiel de l'échange. Quand on progresse dans l'alternance, au bout de la première, deuxième, troisième année, alors je parle un petit peu plus peut-être pour l'ETNA, qui est un parcours en 100% d'alternance en 5 ans. Je parle premier bachelor, premier master notamment. On approche de la vie active à 100%, au premier CDI. C'est une bascule qui est charnière, qui est très importante. Ils n'ont pas envie de se rater vis-à-vis de leur trajectoire, des choix qu'ils vont poser. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la tech doit savoir dès sa première année ce qu'il veut faire, sinon il va un petit peu, sans faire exprès, mais se perdre dans son CV, ça veut dire potentiellement perdre un peu le recruteur qui va avoir en face de lui demain. Est-ce qu'il faut suivre une même trajectoire ou pas? Quel conseil tu donnerais vis-à-vis de ça? Je pense que quand on est jeune, on ne peut pas vraiment savoir exactement ce qu'on veut faire. On peut avoir une idée générale de vers quoi on voudrait tendre, mais exactement ce qu'on veut faire, je pense que c'est impossible. Même au niveau de la tech, tu penses? Même au niveau de la tech, puisque dans la tech, il y a des multiples choses à faire. Tu vois, tu peux te retrouver chez Candy à coder la petite musique du sèche-linge qui te fait di 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 quand il s'arrête. Comme tu peux tomber dans de la crypto-monnaie et développer un portefeuille de stockage de crypto-monnaie. Donc, tu peux pas vraiment savoir à l'instant T, à la base, ce que tu veux faire. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de pas faire 5 ans dans la même boîte.
Ok. Vraiment, c'est de faire son bachelor dans une première boîte et de faire, le reste de ses études, sa maîtrise, mais c'est parce que je suis Ton vieille. master? Ouais, son master, moi je dis Ouais. maîtrise, tu vois? Mais son master son master dans une autre boîte. Parce que la première phase du bachelor, ça va vraiment être une phase un peu difficile de montée en compétences et d'apprentissage. Ok. Et tu pars vraiment d'un niveau tech et c'est normal, même si tu as bidouillé depuis que tu as l'âge de 15 ans, tu as quand même un niveau tech parce que tu as fait tout en autodidacte, qui est un niveau tech un peu faible. Donc là, c'est vraiment les années où tu vas te constituer une base technique qu'il faut avoir pour déjà comprendre les projets tout court et commencer vraiment à coder, à développer et à arriver à produire un produit fini qui a de la valeur. Est-ce que tu trouves notamment que vis-à-vis des métiers de la tech, il y a quelques métiers parfois qui passent à la trappe? Je prends l'exemple du test, je prends Mmh. l'exemple du support. C'est des métiers aujourd'hui qui sont, en perpète évolution, qui ont leur, quelque part, technologie, associée. Trop peu d'étudiants, moi, je trouve, me parlent d'eux-mêmes de ces métiers-là, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de sociétés qui vont retoquer les étudiants du fait qu'ils n'aient pas d'expérience sur tel ou tel langage de programmation. Mmh. Donc ils vont les rediriger vers ces postes-là, mais les étudiants les effacent un peu de leur pensée, en tout cas, ou de leur objectif. Est-ce que c'est pas quand même des métiers qui, sont quelque part un petit peu à anoblir, quoi? Oui, bien sûr. Après, je trouve ça assez dommage de retoquer quelqu'un parce qu'il a pas assez d'expérience. C'est normal, il est là pour en acquérir. Ouais. Tu vois? Je voudrais quand même repréciser qu'un alternant, c'est pas un poste en CDI. Sinon Mmh. tu recrutes si tu as besoin de quelqu'un qui, s'en sort déjà très bien. Ouais. Un alternant, c'est quelqu'un que tu dois accompagner vers dans l'apprentissage pour arriver à le conduire à une certaine maîtrise des choses, en sachant qu'il restera quand même junior à la fin de l'alternance. Donc toi, ton rôle, c'est vraiment de lui inculquer le plus de bonnes pratiques possibles pour son futur métier. Pour répondre à ta question, tout dépend, des domaines, et des entreprises dans lesquelles tu vas aller, faire ton alternance. Nous, par exemple, j'ai rien contre les testeurs, je trouve que c'est un très beau métier, mais c'est pas notre domaine et les admin 6, par exemple, nous, on n'en recrute pas non plus parce que notre panel de clients ne nous amène pas vers ça. Parce qu'il y a ça aussi, tu OK. vois? Il faut que Maintenant, c'est des métiers les admin 6, tout le monde en veut. C'est un métier qui prend vraiment de l'essor et ça peut être aussi un métier qui est une alternative, à quelqu'un qui aurait un peu du mal dans le développement ou qui ne va pas s'y épanouir comme il l'entendait. OK. Et les testeurs, après, c'est très particulier. Les testeurs, c'est un métier aussi à part entière. Mais par exemple, nous, dans notre boîte, si on a besoin d'un testeur, on passera plutôt par un free parce qu'on sait qu'en termes de consulting, on repositionnera pas forcément derrière. Moi, je trouve que Ouais. je trouve que ça a du sens parce que c'est des métiers qui font partie, en fait, de cette chaîne de valeur de la création, par exemple, d'un produit. Mais à un moment donné, il va bien falloir tester son produit et tester son produit, bah, c'est tester son code à proprement dit. Donc, à partir de ce moment-là, bah, force est de constater qu'on va quand même travailler avec des développeurs. Moi, je trouve que c'est parfois, parce que c'est la réalité quand même du marché. Chez Web@Trio, moi, je comprends quand même qu'il y a une grosse politique de bien faire, en fait, les choses, Mmh. très On simplement. essaye, Mais oui. je pense que la réalité du marché, elle est quand même tout autre et il y a beaucoup d'étudiants qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, qui vont se dire: «Ouais, mais bon, là, c'est la belle vie», mais la vraie vie, il y a aussi moi, je me refais toquer parce que j'ai pas encore d'expérience, que j'ai fait que des projets. Alors oui, à l'école, je les ai appris, mais en même temps, bon, bah, non, ça suffit pas, quoi. Et moi, je dis: «Bah, dans ce cas-là, passing shot, quoi, tennis. Comment je peux rebondir?» Et je pense que ces métiers-là, c'est une belle entrée en matière en début de l'alternance. Si on vraiment n'arrive pas et qu'on bloque sur, l'accès à ces métiers, de type, dev, admin 6, réseau, sécu, comme nous on le Mmh. propose en termes de formation, pour pouvoir donc justement demain pallier, se faire un réseau au sein de ces sociétés-là et puis derrière, ça se trouve au bout de 1, 2 mois d'activité, démontrer que, bah, on est bon professionnellement, et d'avoir accès derrière, bah, justement à, des fonctions pour le coup de dev ou en tout cas de ce qu'on souhaitait, lors de nos premières recherches. Bref, c'était ma petite Après, parenthèse moi, je suis pas de mon convaincue tips de à moi. ça. Je pense que si on te prend comme admin 6, aujourd'hui, c'est parce qu'on a un vrai besoin et qu'on va te donner des tâches d'admin 6, qui est un beau métier, hein. Moi, je trouve que c'est un métier qui peut te permettre de très bien gagner ta vie, qui est Mmh. intéressant. Mais il faut aussi regarder, tu vois, les métiers de testeur, ça marche très bien sur les grosses boîtes, qui peuvent développer plein de corps de métier. Si tu vas faire ton alternance dans une petite boîte, qui, n'a pas forcément de testeur et qui va bosser avec des clients ou qui va bosser sur des projets en bypassant les tests, parce qu'on sait que le test aujourd'hui, ça coûte cher aussi, dans le cadre d'un projet qu'on facture, bah, tu feras pas forcément du test. Après, moi, je dis,
Je pense que tous les métiers sont équivalents pour moi, sont valables. Il y aura des besoins dans tous ces métiers-là, quoi qu'il arrive dans l'avenir. Après, c'est à toi de voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un moment, tu es rentré dans une formation parce que tu avais le rêve d'être un super dev et puis ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Et oui, là, il va falloir rester ouvert à d'autres opportunités qui existent dans la tech et qui vont t'amener aussi à vivre un métier qui est tout aussi passionnant, tu vois, et qui reste dans ton, Ouais, je te suis, secteur. Ouais. Quand tu arrives sur la fin de ton alternance, tu es dans un scénario, pour certains, où tu n'as pas forcément connaissance de ce que veut ou veut pas l'entreprise dans laquelle tu travailles. Pour autant, dans quelques mois, c'est la porte ouverte à la première expérience en CDI, au mieux. Qu'est-ce que tu pourrais donner, peut-être comme retour d'expérience ou de tips à des alternants qui se retrouvent véritablement dans cette période très, 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 très charnière? Comment se préparer au mieux? Que dire? Quoi faire? Ça nous démange d'en parler, mais à qui en parler? Aller voir les RH, aller voir son opérationnel. Qu'est-ce que tu pourrais donner Alors, là-dessus moi, je comme pense que info? tu dois pas être tu dois pas arriver à la fin de ton alternance sans à peu près savoir si on va plus ou moins te proposer quelque chose ou pas. Et donc, si c'est le cas, pour répondre à ta question, je pense que la première chose à faire, c'est d'en discuter avec la personne qui te lead. Parce qu'elle est au cœur de ton travail quotidien et il va falloir lui demander si effectivement il y a des opportunités d'embauche à la suite de cette alternance. À la base même, quand on passe les entretiens avant d'intégrer une boîte, je pense que c'est une question qu'il faut vraiment poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez des alternants parce que ça vous arrange bien, ça coûte moins cher qu'un CDI, vous n'avez pas les mêmes charges sociales et puis à la fin de l'alternance, il n'y a jamais rien et on reprend toujours des alternants, hein. Il y a des boîtes qui font ça en continu pendant des années. Ou est-ce que vous êtes vraiment dans la logique de vous investir pour un alternant pour derrière pouvoir l'embaucher et le positionner sur quelque chose? Donc moi, je poserais déjà la question à la base de la base par rapport à ce qu'on veut faire. Parfois, on veut juste acquérir l'expérience et après, on va aller chercher ailleurs parce que la boîte dans laquelle tu es, ce n'est pas forcément celle qui t'intéresse. Mais poser cette question à la base et arriver à quelques mois de la fin de l'alternance, normalement, il y a des suivis qui sont faits, mais si les suivis ne sont pas faits, vraiment commencer par demander au tech, au lead tech, je ne sais pas moi, au Scrum Master peut-être, au chef de projet, enfin, en fonction de l'équipe dans laquelle tu es. Et ensuite, carrément demander un rendez-vous avec les RH pour savoir... pour dire c'est tout à fait légitime, on arrive à la fin de mon alternance, moi je vais être amenée à devoir chercher un emploi, est-ce qu'il y aura des opportunités chez vous, oui ou non? Ok, intéressant. Après, je pense qu'il n'y a pas, si tu as un oui, tant mieux, si tu as un non, au moins tu sais comment te positionner. Ça te permet déjà d'anticiper la sortie de l'alternance et ta future recherche d'emploi. Ok, sur la carrière, en tout cas d'un alternant, il y a une question qui se pose maintenant très régulièrement parce que les stacks techniques évoluent très vite. Faut faire des choix, tu penses, aussi vite que l'évolution de ces technologies? Comment faire pour, je dirais, le plus rapidement, pour un étudiant en tout cas qui le souhaiterait, devenir spécialiste dans telle ou telle techno? Comment faire quoi? Comment faire pour pas se tromper? Est-ce qu'il faut se spécialiser ou pas? Quel est ton œil de recruteuse là-dessus, d'une personne qui lit des CV? Moi, je dirais, pour répondre à ça, mon conseil, c'est plutôt de se spécialiser. Tu es en début de carrière, tu as vu plein de choses, peut-être qu'on t'a mis sur plein de choses différentes dans ta boîte. Ça peut être un projet sur le long terme ou différents projets. C'est-à-dire que tu as touché à plein de choses, mais en fait, tu es expert dans rien. Et en vérité, pour arriver à se positionner et à entériner le fait que tu as des capacités réelles techniques, il faut quand même se concentrer sur un sujet et monter en compétence dans ce sujet. Tu sais, la courbe de progression d'un développeur, qu'il soit back ou qu'il soit front, c'est toujours la même. C'est-à-dire, je vais apprendre quelque chose, je vais monter Ouais. dans l'apprentissage, je vais acquérir une certaine expérience et puis tiens, il va falloir que je fasse un peu de front. Ah bah mince, alors je redescends comme un tout jeune, j'apprends. Ah bah finalement le front ça va. Ah bah ça me va bien, donc ça va, j'ai le bac, j'ai le front. Ah mince, maintenant il faut que je fasse du DevOps. Et bah tu vois, c'est ça la courbe d'apprentissage d'un développeur toute sa vie. Ouais. Mais quand on recrute, en tous les cas chez nous, quand on recrute des gens, même tu vois juniors ou après l'alternance, on les recrute dans une stack technique particulière et on attend d'eux qu'ils continuent à monter en compétences.
dessus. Bien sûr. Après, si tu peux apprendre plein de choses, et d'ailleurs, j'encourage les gens à l'apprentissage, moi je trouve qu'apprendre, c'est génial, mais si tu te disperses trop et que tu veux juste être à jour sur tout, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Compliqué. C'est compliqué parce que tout évolue très vite et aujourd'hui, on a l'IA en plus qui se rajoute à tout ça. J'imagine qu'on en parlera, mais voilà, comment veux-tu être dans l'apprentissage? D'ailleurs, sans transition, justement, l'IA inculquée aujourd'hui à notre domaine d'activité. C'est passage obligatoire. Oui, c'est obligatoire Vous aujourd'hui. commencez, j'imagine, déjà à certifier, former peut-être vos collaborateurs? Alors, tu sais, c'est un grand sujet, l'IA. Moi, je vais te dire, je vais te raconter une petite histoire. Moi, j'adore l'IA, je ne suis pas dev, mais j'adore l'IA parce que ça m'accompagne. Pour moi, c'est un assistant. En fait, ça va me réduire toutes les tâches un peu chronophages que j'ai à faire dans mon métier Ouais. et ça me permet du coup de consacrer du temps à autre chose. Aujourd'hui, dans les équipes de tech, bien que tout le monde connaisse l'IA et sache à quoi ça sert, il y a quand même une certaine défiance encore maintenant vis-à-vis de l'IA et ça, tu vas le voir quand même dans beaucoup d'équipes tech. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de retard en France sur la prise en main de l'IA et surtout parce que les développeurs ont tendance à penser que l'IA ne pourra jamais les remplacer. Ok, Et je le dis parce que je le vis tous les jours. Moi, c'est vrai. je suis la minute IA de ma boîte. T'imagines, c'est moi qui donne les bons tips alors qu'en vrai, moi, je suis même pas dev. Okay, j'essaye de les acculturer. On en discute très régulièrement sur les repas et moi, j'ai des équipes de dev qui sont très expérimentées aujourd'hui aussi. Ouais. Et il y a une certaine défiance qui est logique, hein, peut-être, je sais pas, moi j'ai pas de défiance, mais je peux comprendre qu'elle existe. Et du coup, on commence seulement à acculturer les gens chez nous parce qu'on est parti d'un principe qui n'était pas forcément le bon, que comme on est dans la tech, on va forcément s'acculturer. Eh ben non. Eh bien non. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que les boîtes doivent acculturer leurs équipes entières, hein, pas que les techs, l'intégralité de leurs équipes à l'IA. Et aussi, il faut rester pragmatique avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, elle se nourrit avec les LLM régulièrement, mais l'IA, aujourd'hui, elle n'est pas capable à l'instant T de faire la totalité d'un travail de dev. Donc, tu as deux écoles. Tu as ceux qui vont être très dans la défiance vis-à-vis de l'IA et il y a ceux qui pensent qu'en rentrant juste une information dans le chat GPT, ça va leur faire tout leur code. Tu vois, ouais, bien sûr. Moi, je navigue entre ça. Et évidemment, les jeunes vont être plus enclins à aller dans ChatGPT ou d'autres IA pour s'aider à faire leur code, alors que les plus anciens, c'est un peu plus compliqué. Ils considèrent que effectivement, ça t'apporte un début de réponse, mais c'est pas tout à fait comme eux ils feraient. Alors tu comprends, c'est pas parfait. Ouais, je vois très bien. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais juste ajouter une chose à l'IA. Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais c'est important de le noter parce que l'IA, ça peut avoir un apport côté tech, mais ça a à côté aussi un apport côté, je dirais plutôt vie de tous les jours, notamment sur les écrits. Par exemple, aujourd'hui, je vois quand même trop d'étudiants, notamment, encore un petit coup de gueule, mais c'est pour faire passer un petit message. On connaît les sites de correcteurs, mais maintenant, il y a ChatGPT, je trouve, qui va uniformiser un petit peu ce tout-là. C'est plus normal de faire des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe. On a ces outils-là et moi je suis le premier parfois à l'utiliser pour me dire bon bah flemme, voilà en 2 tips, qu'est-ce que je veux comme mail. Bon bah ça me le génère. Donc voilà, donc je passe ce petit mot. Je sais pas si pour toi aussi c'est un peu flagrant dans les candidatures que tu reçois, peut-être même dans les CV que tu reçois. Est-ce que tu n'as pas encore trop de fautes d'orthographe, trop de syntaxe qui sont pas bonnes quoi? Bon, moi je crois pas au CV, je devrais pas le dire en tant que recruteuse, mais je les lis parce que c'est le seul modèle encore aujourd'hui qui est préconisé pour tout le monde. Tu ferais quoi s'il n'y aurait pas de CV? Eh ben, je pense que je ferais différemment. Je pense qu'on pourrait faire des CV vidéo. Oui. Alors après, tout le monde n'est pas à l'aise, mais je trouve que c'est beaucoup plus spontané. Je pense qu'on pourrait juste, si tu veux, mettre des petites, tu vois, travailler beaucoup plus sur les soft skills et après discuter avec les gens de leurs capacités, parce que au final, les hard skills sont des compétences qu'on acquiert, mais qui sont très vite périmées. Et si tu te mets pas à jour, en vrai, mon gars, t'as beau être super fort à un instant donné, peut-être que demain tu le seras pas. Mais je pense qu'il y aurait plein d'autres façons de candidater en dehors du CV. Et surtout, les CV sont tous, hein, je le dis, 100% des CV que je reçois sont mal faits. En fait, il y a rien qui va. C'est quoi un CV mal fait? Le CV mal fait, c'est le CV qu'on considère, parce qu'il faut le faire que sur une page. Quand tu as des choses à raconter, une page, c'est trop court. Les bullet points, je trouve ça horrible parce qu'on va juste mettre en, tu vois, bullshiter. Oui, c'est pas ça. C'est que juste moi aussi, je peux te dire, j'ai fait de l'administratif, j'ai rédigé des contrats. Bah oui, mais dans quel contexte?
Ouais. Tu vois, ça m'intéresse pas, moi, de savoir que tu sais faire des Donc toi, contrats. tu préfères plus que pas assez. Moi, je préfère quelqu'un qui fait un CV avec et qui détaille et qui raconte une petite histoire à la place des bullet points, Ouais. qui dit ce qu'il a fait. Moi, dans cette équipe, j'ai fait ça, j'ai pris en charge ça, et ça m'a amené à donner ça, et mes résultats, c'était ça. Je préfère vraiment ça. Un bon CV Oui. chez toi, c'est un bon dossier de compétences. Le dossier de compétences, pour ceux Oui, mais qui ne alors pas le connaissent dossier de pas, compétences qui d'une ESN, fait enfin, 40 pages. Hein, mais non, oui. pas qui fait 40 pages, mais bon, c'est inspiré d'un Oui, bon dossier de oui, compétences. J'explique un peu pour oui, nos étudiants. Un bien dossier sûr. de compétences, c'est le document que l'on va envoyer qui va présenter un étudiant vis-à-vis de ses expériences passées et aussi, on va dire, moi j'aime bien le dire comme ça, des informations qui sont indispensables. Qui je suis, dans quelle entreprise, J'ai enfin voilà, dans travaillé, qu'est-ce quelle que j'ai entreprise j'ai fait, en travaillé, fait, les réellement, contextes oui. en fait de mes missions, pas s'intéresser effectivement Mm. qu'au stack et au titre, mais effectivement y instaurer un peu plus de contexte. Donc d'où le fait que ça se mette sur plusieurs diapositives, c'est parce qu'il y a un petit peu de texte et qu'à un moment donné, effectivement, une Voilà, page et ça suffit puis plus quoi. c'est OK dans la tech en vrai. Je l'ai Donc, fait pour moi, hein. ouais, Moi je donne ce tips-là, je l'ai fait ouais. pour moi et effectivement transformer son CV en dossier de compétences, même designer, ergonomique, etc. Ça marche très bien. Oui, très Ouais, bien. clairement ça Ouais. marche très bien. Je pense que ça marche partout en fait. C'est juste qu'on est parfois sur des vieux principes et que les boîtes ont du mal à sortir un peu de cette vision 20e siècle, de ce management 20e siècle, alors qu'en fait aujourd'hui, il y a plein de choses à faire qui sont très simples et qui optimisent vraiment les candidatures et la capacité à obtenir quelque chose en Ouais. fait. Pour conclure cet échange, j'aimerais amorcer un petit, alors c'est pas un débat, mais avoir en tout cas ton avis sur ce débat qui est sur la toile LinkedIn. On a parlé de la trajectoire Oui. pour un alternant, de sa préparation jusqu'à son arrivée sur le marché du travail. On a vu comment il pouvait mieux candidater, comment il pouvait bien se préparer, comment il pouvait bien s'inclure en entreprise Mmh. et comment il pouvait aborder au mieux sa sortie du monde universitaire au monde professionnel. Dans le monde de la tech, plus particulièrement, il y a ce débat qui anime la toile LinkedIn qui est le freelance versus le CDI. Tu le vois, je pense que tu le connais ce débat. Oui, je le connais parfaitement, oui. Quelle est ta réponse à ça? Je trouve que c'est difficile d'être freelance en sortant directement de ses études, sauf si on est extrêmement brillant et j'en ai pas vu beaucoup des gens extrêmement brillants. Enfin, j'ai vu plein de gens brillants, mais extrêmement brillants, tu vois? Qui sont capables de prendre un boulot de freelance, de gérer la partie commerciale, hein, parce qu'il faut la gérer aussi avec ton client, d'aller chercher des clients, d'avoir la posture d'un expert face à un client parce qu'un freelance, on va le payer et on va attendre un résultat, tu vois? Tu es moins dans l'idée qu'on tu es plus dans une entreprise où on sait que tu es pas forcément, senior et on va t'accompagner à devenir senior, tu vois? OK. Le freelance, il va devoir vraiment, rendre des comptes, tout de suite. Si, il fait pas le boulot attendu, il va se faire dégager malheureusement. Il aura pas forcément des bonnes appréciations des clients avec lesquels il a travaillé. Je trouve ça assez dur quand on sort de ses études d'être freelance. Moi, je préconise quand même de travailler un petit peu en entreprise parce que de toute façon, il y a peu de boîtes qui considèrent, l'alternance comme de l'expérience professionnelle. Nous, on le fait, mais il y en a peu et il va falloir un petit peu, si tu veux, s'affûter avec d'autres typologies de projets Ouais. pour, apprendre, tout simplement comment un projet fonctionne. Et ce que je vois moi des sorties d'alternance et des alternants que j'ai et que je vais embaucher du coup comme, dans leur premier job, c'est que la plupart du temps dans les alternances, on leur a pas donné grand chose à faire ou alors on les a laissés tout seuls sur des projets un peu complexes OK. et les mecs, ils ont fait des burn-out à 25 ans, tu vois? Donc c'est juste pas gérable. Donc ils arrivent dans le monde professionnel un peu échaudés par, finalement tout ce qu'ils ont fait et soit ils vont se rendre compte que, bah, leur alternance, elle a pas été porteuse en termes d'apprentissage et bah, il va falloir rattraper tout ça. Soit ils ont tellement été, usés, par le système OK. qu'ils vont avoir plein de réticences à C'est rentrer dans un contexte professionnel. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'en fait, on se pose la question de devenir freelance, pas que juste parce qu'on a des ambitions, Mmh. notamment, financières ou alors parce que, on se croit, très fort et donc Ouais. on est bon à être freelance. C'est aussi parce que Parfois, on est échaudé par le monde, par le monde de l'entreprise. ouais, tout à fait.
C'est intéressant, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ça. C'est la vérité, Comment on hein. rebondit? Comment on rebondit? Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut, comme dans toute expérience de vie, il y a ce que tu as réussi à bien faire et qui a été positif pour toi. Il y a ce qui, est vraiment négatif et que tu veux plus, parce que c'est souvent ça. Après, tu arrives où tu dis: «Bah, ça, plus jamais de ma vie». Il faut chercher des entreprises qui ont des valeurs qui sont proches des tiennes. Et quand tu es en entretien, il faut poser les vraies questions qui sont essentielles pour toi. C'est pour ça que moi, dans mes entretiens, je pose plus que 3 questions, le reste, je m'en fous. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Parce que moi, quelqu'un qui vient avec une liste longue comme ça ou toute petite d'expérience, je sais que forcément, il aura eu les bons et les mauvais côtés de l'expérience professionnelle. Donc, je veux comprendre ce que la personne cherche aujourd'hui Ouais. parce que je veux voir si moi, je peux lui offrir ça et l'accompagner dans cette logique-là. Je demande aussi comment tu penses qu'on va pouvoir t'accompagner, nous, dans ta logique de progression et quels sont les outils que tu penses qu'il te faut aujourd'hui pour y aller. Ça, OK. c'est les seules questions que je pose aux entretiens. Ah, c'est intéressant, en fait, Parce que le reste n'a aucun sens. c'est de l'ordre du quotidien, Oui. quoi. C'est comment tu vas demain animer ta vie 5 jours sur 7, Exactement. et Qu'est-ce que point je LU, peux quoi. Et moi, j'ai besoin de voir si moi, mon entreprise, mon entité, elle est capable d'apporter ça à la personne. Parce que si je suis pas capable de lui apporter, je suis pas la bonne entreprise pour elle. OK. Pas que je la trouve pas bien et tout, c'est qu'on n'y arrivera pas, si tu veux, ça va pas matcher. Donc je pense que le freelance, c'est aussi souvent choisi parce que l'alternance, ça a été un pot de cul, tu vois? Moi, j'ai eu des jeunes, franchement, qui étaient très bons en tests techniques, qu'on leur a donnés, Ouais. qui chez nous sont des exercices maison parce qu'on veut pas non plus les embêter avec des tas de conneries et qui arrivent et qui racontent, leur expérience en alternance, un peu comme s'ils étaient chez un psy parce qu'ils ont besoin de vider tout ce qu'ils ont vécu et qui était difficile pour eux, tu vois? Souvent, c'est des gens qui vont choisir, le freelance, mais ils vont pâtir des mêmes difficultés qu'un jeune qui commence dans une entreprise. Ils ont pas d'expérience, c'est un peu compliqué. Ça va moins se voir, si tu veux, quand ils vont se vendre en tant que freelance, mais ça va se voir sur la réalisation. C'est clair. Et donc c'est compliqué, ça reste compliqué. Ça va être d'autres choses compliquées pour toi, qui seront peut-être pas de l'ordre de ce qui se fait en entreprise, mais ça restera compliqué pour toi. C'est pour ça que je conseille, très honnêtement, de se spécialiser dans la techno de cœur, qu'on appelle nous la techno de cœur, de pas faire toute son alternance dans la même boîte, sauf si c'est youpi lala, j'adore, je kiffe et ils veulent me garder et moi je veux rester. Donc d'avoir des expériences différenciantes et de chercher des boîtes qui correspondent à tes valeurs. OK, très clair. Dernière question, on arrive dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui le turnover, il est assez important, on change très rapidement de société, ça peut nous arriver soit de nous embêter, soit parce qu'on est moins patient, qu'avant, en tout cas que les générations précédentes. Sur un CV, ça fait bien d'être resté combien de temps à minima dans la même société? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Bah, je pense que les vieux de la vieille te diront que si t'es pas resté au moins 2 ans en boîte, qu'est-ce que t'as foutu? Ouais. Non, parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on te met sur un projet, il y a l'acculturation au projet qui prend quand même un certain temps. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Ensuite, il y a la montée en compétences qui, normalement, doit être offerte par l'entreprise OK. pour que tu arrives à atteindre un certain niveau. Et puis, il y a la réalisation de un ou divers projets qui font qu'on peut considérer que tu commences à avoir de l'expérience. OK. Déjà, je pense que c'est le turnover, c'est le problème des boîtes. Par exemple, dans la mienne, il n'y en a pas beaucoup de turnover. OK. La première personne que j'ai embauchée il y a 5 ans est toujours là. Tu vois, ça, C'est beau. c'est mon niveau. Je me dis, ah, lui, il est toujours là, ça veut dire que ça va. J'ai des gens qui partent, j'ai des gens C'est qui ton restent. indicateur, ouais. Ouais, c'est mon indicateur vraiment de qualité. Tu vois, je me OK. dis, ah, et c'est un gars bien, tu vois. Donc, vraiment, je me dis, bon, si ça Bon, lui bah, plaît, c'est qu'on fait à peu clin près bien d'œil. le taf, tu vois. Ouais. Et puis, voilà, il faut. De toute façon, pourquoi les gens s'en vont? C'est parce que soit ils s'y retrouvent pas, soit ils aiment pas l'ambiance, soit niveau salaire, on va leur proposer plus ailleurs. Et ça, c'est une réalité. Mais si c'est le problème de la boîte, finalement, de garder ces éléments, c'est pas le problème du développeur. Après, moi, j'en ai vu plein, hein, des développeurs qui changeaient tous les 1 an et demi. Mais pourquoi ils changeaient? Finalement, quand tu creuses, ils changeaient parce que ça leur permettait d'upgrader leur salaire, tout simplement. C'était pas tant qu'ils s'étaient pas plu ou que c'était pas intéressant. C'est que les mecs, ils avaient commencé leur carrière sur des salaires un peu bas, qu'on retrouve dans les ESN, hein. On n'est pas les meilleurs payeurs de la planète, hein, il faut le dire, c'est une réalité. Et puis, les gars, on leur proposait autre chose ailleurs, mieux payé, et ça leur donnait envie, et c'est assez normal, en fait. Ce serait quoi ton dernier mot là pour nos étudiants? Prenez déjà bien soin de vous, de votre santé mentale aussi, c'est très important. Je le dis aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur lequel je travaille au quotidien. Je pense que quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son travail aussi. Choisissez vraiment, ça c'est mon mot, les entreprises qui vous correspondent, et je pense qu'à partir de là, normalement, vous devriez avoir un début de carrière
plutôt agréable pour vous, qui va vous donner de l'élan pour la suite. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Et ben, de pouvoir embaucher plein plein D'alternants de l'ETNA. plein d'alternants de l'État. J'en ai déjà embauché une et c'est super. D'ailleurs, elle va dans une super mission au Crédit Agricole. Là, elle a décroché sa mission hier. Donc, nous, on est très contents de bosser avec vous. Bon, génial. Et voilà, Iker. Merci. De l'amour. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été notre première invitée. C'était hyper intéressant, je pense, de survoler un petit peu justement tout ce que peut constituer la bonne structure, la bonne trajectoire en tout cas d'un alternant jusqu'à son premier job. On vous retrouve très vite pour un deuxième épisode d'Éruption, le nouveau podcast, encore une fois, de l'ETNA, qui est là pour justement donner la parole aux acteurs pros de la tech et pour toujours donner un maximum de tips concrets aux étudiants. À très bientôt.